Après 5 jours d'interruption, les vols ont repris ce week-end depuis l'aéroport international de Mitiga, près de la capitale. Pour évaluer les risques humanitaires en Syrie, la France a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis nous parlerons sport en fin d'édition avec le rugby ghanéen qui rêve de jouer dans la cour des grands. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. Des milliers de Libériens ont assisté ce lundi dans une ambiance euphorique à la cérémonie d'investiture de leur nouveau chef de l'État, la légende du football George Weah. Première passation de pouvoir entre deux présidents élus depuis 1944, la cérémonie de prestation de serment se déroulait dans le stade Samuel Konion-Doué dans la périphérie de la capitale Monrovia, une enceinte de 35 000 places pleine à craquer. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005, qui quitte le pouvoir après 2 mandats de 6 ans. Les chefs d'État du Gabon, Ali Bongo, et du Ghana, Nana Akufo-Addo, ont été parmi les premiers à rejoindre dans la tribune d'honneur Ellen Sirleaf Johnson et le vice-président sortant Joseph Boakai, battu par George Weah lors du second tour le 26 décembre dernier. Des amis et anciens collègues footballeurs de George Weah, dont la star camerounaise Samuel Eto'o, étaient également présents. En Somalie, le maire de Mogadiscio a été limogé ce dimanche par le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Famarjo. En fonction depuis seulement 9 mois, Tabi Abdi Mohamed a été démis de ses fonctions pour empêcher une plus grande autonomie de la capitale. Son limogeage surprise fait en effet suite au conflit qui a éclaté début janvier lorsque celui-ci a proposé l'organisation d'une conférence pour discuter du futur statut de la région de Banadir contre la volonté du président. Après l'annonce de son limogeage, des forces de sécurité ont été déployées pour éviter d'éventuelles manifestations. Selon un communiqué de la présidence somalienne, Tabit Abdi Mohamed a été remplacé par Abdirahman Omar Osman au poste de maire de Mogadiscio et gouverneur de l'administration de Banadir, la région qui englobe la capitale. Au Mali, 36 gendarmes ont été arrêtés à temps appris vendredi dernier. Ils avaient refusé de participer à une opération de sécurité dans une zone dans le centre du pays où les groupes djihadistes sont très actifs depuis quelques mois. Tous ces gendarmes appartiennent à la même unité d'élite, la force d'action rapide. Reportage. Désertion d'une quarantaine de gendarmes déployés sur le terrain pour des opérations antiterroristes dans le centre du pays. L'incident est survenu alors que le gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement imminent d'une vaste opération de sécurisation de cette partie du pays où les groupes djihadistes ont été particulièrement actifs ces derniers mois. Les déserteurs ont abandonné leur poste d'affectation pour le sud du pays pour, disent-ils, protester contre le silence de la hiérarchie autour de leur promotion qui tarde à se concrétiser et l'insuffisance de matériels médicaux et d'équipements. L'acte n'est pas resté impuni. 36 gendarmes ont été interpellés le lendemain de l'incident à 9 km de Bamako et mis aux arrêts dans différents endroits de la capitale. Ils appartiennent à la force d'action rapide de la gendarmerie malienne, une troupe d'élite de l'armée du pays. Des hommes formés donc en conséquence. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, juge extrêmement préoccupante la situation dans le nord et le centre du pays, en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou, où il y a eu davantage d'actes terroristes ou liés au terrorisme que dans l'ensemble des 5 régions du Nord. En Libye, les vols ont repris ce week-end depuis l'aéroport international de Mitiga, près de la capitale, et ce, après quelques interruptions dues à des combats meurtriers.
Les vols ont repris ce samedi depuis l'aéroport international de Mitiga, près de la capitale libyenne, après 5 jours d'interruption, dus à des combats meurtriers ayant causé d'importants dégâts aux appareils stationnés sur la piste. Selon le directeur général de l'aéroport de Mitiga, seule la compagnie Africa Airways n'opère toujours pas, car ces appareils ont été endommagés pendant les combats. Nous avons rétabli les vols à l'aéroport international de Mitiga avec un vol de la compagnie Bourac Air vers Tobrouk et un autre vol vers Tunis de la compagnie Libyan Airlines. Nous considérons que c'est un retour normal, sauf pour certaines compagnies dont les avions ont été endommagés dans les combats, comme certaines compagnies aériennes africaines qui pourraient mettre plus de temps à revenir. Après les combats, les vols avaient été détournés sur l'aéroport de Misrata, une ville située à 200 km à l'est de la capitale et assurée par une seule compagnie, la Libyan Airlines. Malgré une amélioration de la sécurité à Tripoli ces derniers mois, des combats éclatent sporadiquement dans le secteur de l'aéroport de Mitiga. En visite à Alger pour une réunion du groupe 5+5 des pays de la Méditerranée occidentale, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est prononcé sur certains sujets. On le suit. Nous avons beaucoup travaillé sur la question de la jeunesse, en particulier de l'accès à l'emploi dans une économie globalisée et en particulier de l'employabilité, de la lutte contre le chômage et de la nécessité d'avoir pour nos jeunes à la fois une mobilité et une formation dans leur propre territoire. C'est vrai qu'il y a eu des drames, c'est vrai qu'il y en a encore, mais c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui la volonté de l'ensemble des acteurs de faire en sorte que se décline en même temps à la fois la volonté politique de partenariat, c'est le cas, à la fois la dimension sécuritaire pour lutter contre toutes les formes de terrorisme et à la fois la dimension de développement. Ce journal se poursuit. La contestation sociale déclenchée depuis plus de 3 semaines à Jirada, au Maroc, se poursuit. Une nouvelle manifestation a eu lieu ce week-end. C'était au lendemain de négociations avec une délégation ministérielle venue pour tenter d'apaiser la tension. Ancienne ville minière, Jirada est située au nord du Maroc. C'est la mort accidentelle fin décembre de 2 frères qui a lancé les hostilités. Ils ont été piégés dans un puits désaffecté où ils cherchaient du charbon. Depuis, des rassemblements pacifiques dénoncent régulièrement l'abandon de cette ville sinistrée depuis la fermeture de ses mines en 1998. Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi pour entendre le compte rendu des discussions avec les autorités tenues la veille. Vendredi, en effet, le ministre de l'Agriculture a rencontré des élus locaux, des représentants syndicaux et une délégation de jeunes protestataires. Nous discutons au cours de cette manifestation des différentes nouveautés de la semaine et surtout celle qui a été établie après les discussions avec le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Nous avons parlé de ces nouveautés aux gens et nous leur avons expliqué ces rencontres. Nous avons une vision claire qui va être annoncée aux habitants de Jirada, qui voient que la solution commence par une visite ministérielle officielle. Nous allons créer un comité de suivi qui aura un programme pour les projets promis par le gouvernement pour Jirada et nous allons écrire un communiqué pour éclaircir l'opinion publique. La contestation à Jirada porte sur 4 points majeurs. Le règlement des factures d'eau et d'électricité, le traitement de la silicose qui touche des centaines d'anciens mineurs et le développement économique et l'ouverture d'enquêtes contre ceux que les locaux appellent les barons du charbon. Les choses ne vont toujours pas bien au Togo. La crise politique et sociale y a toujours cours. Samedi encore, des milliers de femmes ont manifesté à Lomé à l'appel de l'opposition contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé.
Parti de 3 points de rassemblement différents, les femmes, pour la plupart vêtues de noir, accompagnées de nombreux hommes et des responsables de l'opposition, ont marché durant plusieurs heures dans la capitale togolaise. Le Togo est confronté à une forte contestation populaire depuis le mois de septembre. Mais les discussions sont toujours au point mort. La couleur noire pour montrer vraiment que nous sommes en deuil, que nous sommes là, que les choses ne vont pas bien. Quand la femme noire porte la couleur noire, ça veut dire qu'elle est vraiment en deuil. Nos enfants sont en prison, nos frères sont en prison, ils sont emprisonnés injustement. Donc il faudrait que ces choses-là changent. Nous voulons que le retour de la Constitution, nous voulons que les choses changent vraiment, que nos droits soient respectés, que les choses changent vraiment. 2 mandats c'est bon, un 3e mandat c'est pas possible. Les femmes ont souhaité aujourd'hui manifester. C'est elles qui ont pris l'initiative. Donc rien ne vient de nous. Nous, on n'a fait que suivre. Mais je pense que c'est pour exprimer également leurs préoccupations face à l'immobilisme actuel qui procède du refus du pouvoir de respecter ses engagements. La médiation étant assurée par le président ghanéen et celui guinéen, les 2 chefs d'État ont récemment reçu une délégation de l'opposition togolaise à Conakry et à Accra pour tenter de faire démarrer les discussions. L'opposition exige des mesures d'apaisement, notamment la libération de manifestants toujours détenus et le retrait des forces de sécurité dans le nord du pays avant le début de ce dialogue prévu pour se tenir du 23 au 26 janvier. Et puis, professionnels ou amateurs, à l'échelle mondiale, la plupart des joueurs de rugby se concentrent dans 7 pays. Mais ailleurs, le ballon ovale fait de plus en plus de convertis, notamment au Gabon qui espère faire un nouveau sport national et se frotter bientôt à l'Angleterre ou à la Nouvelle-Zélande. Reportage. Rafatou Inoussa ne lâche plus le ballon ovale depuis qu'elle a découvert le rugby il y a 8 ans. C'est l'une des premières joueuses du Ghana. Aujourd'hui employée par la Fédération nationale, elle transmet sa passion aux plus jeunes, garçons et filles, dans cette école en banlieue d'Accra. J'ai décidé d'aller d'abord dans des écoles islamiques afin de changer leur perception. Ils pensent que le rugby n'est pas pour les filles. Mais ce sport est pour tout le monde, que l'on soit chrétien, musulman, hindou, tout le monde peut jouer au rugby. D'ici à 2020, la Fédération ghanéenne de rugby veut que ce sport soit enseigné dans 120 écoles. L'objectif, former 1500 joueurs professionnels. Nous voulons que les étudiants qui sont formés ici rejoignent des clubs. Nous suivons leur progrès et nous espérons que dans 4 ou 5 ans, ils seront capables de tenter leur chance pour jouer dans l'équipe nationale des moins de 16 ans, celle des moins de 18 ans ou encore celle des moins de 20 ans. L'Afrique est en première ligne de la campagne Mets-toi au rugby, lancée par la Fédération internationale. En 2016, près de 400 000 jeunes sur tout le continent ont participé à des programmes d'initiation. Ces jeunes filles ne connaissaient du rugby que des images vues à la télévision. Aujourd'hui, elles jouent 3 matchs par semaine. Je veux jouer dans l'équipe nationale et être la meilleure joueuse de rugby du Ghana. Pour cela, il faut de bons entraînements et être très souvent sur le terrain. En 2017, le Ghana est devenu un membre à part entière de la Fédération internationale de rugby et a organisé pour la première fois un tournoi africain. En ligne de mire désormais, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente semaine à toutes et à tous.